Si je te dis de penser à un entrepreneur cool, tu vas probablement penser à Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, même si le dernier il commence à faire des saluts nazis. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas jamais penser à Mark Zuckerberg. Pourtant, il a quand même fondé Facebook. Derrière, il a enchaîné les coups de génie. Mais en vrai, il a la malédiction du geek. C'est-à-dire qu'aux yeux de tout le monde, c'est ce mec bizarre depuis le début, qui sait littéralement pas trop communiquer avec les êtres humains, qui est très bizarre en public et qui fait toujours des choses que personne ne ferait. Comme se dire, bah tiens, je vais apprendre à parler le mandarin en un mois. Comme si c'était quelque chose de normal et qui allait le connecter aux autres. La réalité, c'est que s'il avait travaillé son image depuis le début, ça serait aujourd'hui quelqu'un que tout le monde aimerait. Et d'ailleurs, ça arrive depuis peu parce qu'il a commencé à faire une transition. Il s'est mis au MMA. Il a commencé à devenir un mec cool aux yeux des gens. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'il a réussi cette transition du geek dont tout le monde se moquait à quelqu'un qui aujourd'hui est dans les fonds d'écran des entrepreneurs Dubaï. Mais on va surtout voir 3 conseils directement tirés de son expérience qui font de lui un bête d'entrepreneur et que toi, tu vas pouvoir utiliser dans ton business de préparation physique. Alors pour remettre dans son contexte pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le film The Social Network, que je vous conseille d'ailleurs, ou qui connaissent pas son histoire, de base, Mark, il a créé un site sur lequel il comparait les filles du campus. Tu choisissais entre 2 filles et il a même sur ce site fait comparer certaines filles à des animaux, etc. Bref, ce qui lui a valu forcément un scandale, normal en même temps. Et sauf que par contre derrière, comme il a fait tout ça en une soirée, ça lui a valu la réputation d'un mec énormément fort en codage, ce qui était réellement le cas. Parce qu'il faut savoir, c'est que son père était dentiste et à l'âge de seulement 12 ans, il s'est dit tiens, si tu veux papa, je peux te coder une application de messagerie en interne. Comme ça, tu pourras échanger avec tes collègues dentistes, avec ta secrétaire, etc. Tout en étant dans ta pièce, sans jamais sortir en fait. Donc bref, après avoir créé ce site, le nom de Mark tourne beaucoup dans le campus et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à Harvard et que forcément, dans ce genre d'endroit, il y a énormément de têtes, il y a énormément d'opportunités. Il y a donc 2 frères, les frères Winklevoss, si je dis pas de bêtises, qui le contactent et qui lui disent écoute, nous, on a en tête un site et on aimerait que ça soit toi qui le code parce que tu es trop fort. Et en gros, je vous passe les détails, mais Mark a volé l'idée, il leur a fait croire qu'il travaillait pour eux, mais en fait, il a repris l'idée, il l'a fait lui-même et il a créé Facebook. C'est comme ça que Facebook est né. D'ailleurs, plus tard, ces frères-là vont faire un procès à Mark et il va leur lâcher un sacré billet, mais franchement, ça change rien parce que Facebook, comme vous savez, c'est tellement une révolution qu'en fait, derrière, il avait encore énormément d'argent. Mais en gros, la première leçon, c'est ça. Les plans, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux et c'est même ce qu'il y a de plus important. Les 2 frères, ils avaient l'idée du siècle, mais comme ils savaient pas faire, ils sont jamais passés à l'action et quand ils ont fait confiance à quelqu'un, malheureusement, ils ont été trahis. Et la réalité, c'est que s'ils avaient commencé un peu par eux-mêmes à bidouiller et à faire quelque chose, probablement qu'aujourd'hui, ça serait eux les fondateurs de Facebook. Alors oui, toi, tu vas dire qu'il faut probablement que tu parles de ton idée à personne parce que tu as l'idée du siècle et qu'on peut te la voler, tu as peut-être même le prochain Facebook. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Tous les entrepreneurs au début, quand ils commencent, ils pensent avoir l'idée du siècle, mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée que toi. Je vais vous raconter une anecdote très simple. Je connaissais une personne qui avait en tête une idée d'application, un business qui était vraiment intéressant. Et en fait, cette personne, elle a passé son temps à rencontrer des gens, à faire des plans, à faire des business plans, des schémas, des trucs. Elle a même rencontré des comptables pour voir un peu si le projet il était viable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le comptable en a parlé à son neveu et ce neveu a créé un crowdfunding pour lancer exactement la même application. Et donc là, il y a eu tout un truc, oh, ils sont en train de voler mon idée, etc. La réalité, c'est qu'aucun des deux n'est passé à l'action. Le neveu qui avait lancé le crowdfunding, il a eu que 30 € ou 40 € à l'époque et il ne s'est jamais rien passé. Et en fait, quelques temps plus tard, moi, j'ai découvert qu'il y avait des gens en Belgique qui avaient déjà lancé ça. Ils avaient commencé par un groupe Facebook. Ils s'étaient pas cassé la tête à se dire, il nous faut une application, ceci, cela. Le groupe Facebook avait déjà 500 000 membres. Ça marchait déjà super bien. Et la réalité, c'est que ça n'a pas pu se faire pour des questions, en fait, de normes juridiques. Et la conclusion, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, si tu as un projet, tu dois passer à l'action. Exactement comme Mark l'a fait, exactement comme les Belges l'ont fait à l'époque. Et chaque projet a une version qui peut être faite en un jour. Retiens bien cette règle. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes pensent que leur projet, au jour numéro 1, ça doit être le top niveau, ce qui se fait de mieux. Ils se comparent exactement au meilleur du marché.
Mais la réalité, ça se passe pas comme ça. Apple ne s'est pas lancé comme ils sont aujourd'hui. Facebook ne ressemble pas à ce qu'il est aujourd'hui. Rien, aucun projet le premier jour ne ressemble à ce qu'il est 5 ans, 10 ans plus tard. C'est exactement pareil pour un compte Instagram, c'est exactement pareil pour un compte Facebook, un local de préparation physique, etc. La réalité, c'est que les gens n'osent pas se lancer. C'est pour ça que s'il y a un muscle que tu dois travailler en tant que préparateur physique, c'est celui qui te permet de passer à l'action. Parce que plus tu seras dans l'action, plus tu vas faire des choses, plus tu vas apprendre, plus tu vas avoir des feedbacks. Donc ces feedbacks vont te nourrir, plus en fait tu vas t'améliorer. Et derrière, tu seras capable de faire énormément de choses, même si tu fais des erreurs. Parce qu'il n'y a littéralement aucune erreur qui va te griller pour toujours. Et ça, Marc le résume très bien. Move fast and break things. Mais on va être honnête, passer à l'action, ça ne suffit pas. Il y a énormément de personnes qui passent à l'action, qui créent du contenu, qui impriment des flyers, font de la pub, vont rencontrer des gens, mais pour autant, ça ne marche pas. Parce qu'une fois que tu es lancé, tu fais face à un nouveau problème, c'est que comme tu démarres de zéro ton activité, il y a littéralement tout à faire, mais tu peux pas tout faire. Et ça tombe bien, c'est pas parce que les choses sont à faire qu'elles doivent être faites. Mais par contre, toi, tu dois faire les choses les plus importantes. Et comment tu fais pour savoir ce qu'il y a de plus important au milieu de tout ça, sachant que quand tu te lances, au début, tu n'as pas d'expérience? Et ben Marc, pour ça, il a une règle très très simple, c'est se concentrer sur ce qu'il y a de plus d'important dans un business. Pour te donner un exemple, quand ils ont lancé Facebook, que ça commençait à bien cartonner, tous les jours, il y avait des employés qui avaient des nouvelles idées. Et ils disaient à Marc, oh, on pourrait faire ceci, faire cela, on pourrait rajouter ça sur le site. Marc, il posait une seule question. Est-ce que ça nous aide à avoir plus d'utilisateurs? Si la réponse était oui, alors il faisait ce qu'il y avait à faire. Si la réponse était non, il disait « Ok, je m'en fous, je veux pas le savoir ». Et c'est exactement cet état d'esprit-là que tu dois avoir quand tu lances ton business. Tu dois te concentrer sur une seule chose, la plus importante, et généralement, c'est avoir des nouveaux prospects. Ça sert à rien de passer 10 heures à créer un logo, à te créer un site internet. Personne ne te connaît. Va d'abord te faire connaître, va déjà créer des contenus pour avoir un maximum d'abonnés, pour avoir l'audience la plus grande possible, pour avoir des nouveaux clients. Et ensuite, quand tu auras des nouveaux clients, là, effectivement, tu pourras commencer à améliorer, avoir un logo, améliorer tes programmes, ta mise en page, etc. Mais dis-toi qu'au début, les gens ne sont même pas intéressés par ce que tu fais. Les gens ne regardent même pas ce que tu fais. Donc tu peux faire le meilleur programme du monde, personne ne va l'acheter parce qu'il y a littéralement personne. Et ça, c'est un piège dans lequel moi-même je suis tombé. Parce que des fois, tu vas faire des tâches qui vont te faire plaisir, qui vont te donner l'impression que tu as avancé. Tu vas te faire une petite to-do list et à chaque fois, en fin de journée, tu vas dire « Ah, c'est super, j'ai coché plein de trucs, j'ai bien avancé. » La réalité, c'est que tu as avancé de rien du tout parce que ton business, il n'a pas évolué. Oui, tu as fait des choses. Tu n'as pas passé ta journée à rien faire. Mais ce que tu as fait, ça t'a apporté ni des nouveaux abonnés, ni des nouveaux clients. Dis-toi que l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo et qu'en fait, à chaque niveau, tu as des objectifs différents. Donc au début, quand tu démarres, l'objectif, c'est de te faire connaître. Ensuite, une fois que tu as une petite audience, c'est de valider ton produit, de commencer potentiellement à le créer une petite première version ou de faire un sondage avant même de le créer pour savoir est-ce que ça intéresse les personnes. Ensuite, une fois que tes produits sont créés et qu'ils se vendent, c'est d'essayer de vendre un petit peu plus en améliorant ton taux de conversion. Et ensuite, quand tout est déjà bien optimisé, c'est de faire en sorte de grandir encore plus pour avoir encore une plus grosse audience et du coup de vendre encore plus. Et une fois que c'est le cas, c'est d'augmenter maintenant le panier moyen en ne vendant pas un produit, mais 2 produits. Parce que c'est très dur de convertir quelqu'un qui n'a jamais acheté en acheteur. Mais par contre, quelqu'un qui a déjà acheté, qui a déjà consommé chez vous, c'est très facile de lui revendre une deuxième chose. C'est pour ça que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a souvent cette métaphore du pirate, du hacker qui revient, parce que c'est exactement ce mindset-là qu'il faut avoir. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à valider ce niveau le plus rapidement possible? Donc vous vous êtes lancé, vous avez fait ce qu'il y a de plus important pour avoir des nouveaux clients, avoir une audience, mais ça marche pas. Et ça fait énormément mal à l'ego. La réalité, et je vais le dire de la manière la plus directe possible, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendance, vous ne devez juste pas avoir d'ego. Alors oui, des fois l'ego ça sert parce que ça va aider à booster, à se motiver et c'est une très bonne chose. Ça, il faut le garder. Mais la réalité, c'est que quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, il faut être capable de faire des choses, mettre énormément d'énergie, énormément de cœur et accepter en fait que tout le monde s'en fout et que ça n'intéresse personne. Et surtout, c'est que si on n'a pas de résultat, c'est à cause de nous et pas à cause de l'algorithme ou de je ne sais quoi. Parce que la réalité, c'est que depuis la nuit des temps, il y a des créateurs qui cartonnent, il y a des nouveaux créateurs qui pètent, et il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément d'opportunités. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait que moi, personnellement, je suis amoureux de l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est comme le sport de haut niveau. Si tu travailles, si tu fais le nécessaire, si tu persévères, tôt ou tard, tu auras des résultats. Et que si tu n'as pas de résultats, c'est que tu n'es pas assez bon. Parce que les gens, ils regardent les reels qui sont bons. Les gens, ils s'envoient les reels qui sont drôles. Donc quand les choses, elles sont bien faites, elles marchent. Et à un moment donné, il faut juste accepter que si ça marche pas, c'est qu'on n'a pas le niveau. Et ce qu'on peut dire, c'est que Marc, lui, son ego, il s'en fout complètement. Déjà que
depuis le début de son histoire, il passe pour le geek bizarre, qui n'est pas capable de tenir une conversation sans créer de malaise. La réalité, c'est que pendant tout son parcours, il a fait des choix dont tout le monde s'est moqué, mais qui derrière lui ont rapporté énormément, comme l'achat d'Instagram ou de WhatsApp. Voire même encore pire, parce qu'après leur rachat d'Instagram, ils ont recopié les stories de Snapchat sans aucune pression. Pour la simple et bonne raison, c'est que Mark estimait que les stories c'était quelque chose d'intéressant et que si c'était pas intégré à Instagram, Instagram allait perdre de la croissance et Snapchat allait continuer à grandir et grandir. Et la réalité, c'est qu'ils ont copié sans pression Snapchat et depuis l'évolution de Snapchat a été stoppée net. Alors oui, aujourd'hui avec le recul, ça paraît des super idées d'avoir acheté Instagram et WhatsApp, mais la réalité, c'est qu'à l'époque, Instagram avait seulement 2 ans, 13 employés et malgré ça, ils ont payé Instagram 1 milliard. Et aujourd'hui, ça vaut plus de 100 milliards. Et exactement pareil pour WhatsApp, qui fait partie d'un des rachats les plus chers de l'histoire. Ça a coûté 19 milliards et aujourd'hui, ça vaudrait environ 132 milliards. C'est pour ça que l'image du geek bizarre qui comprend rien, ça marche pas vraiment avec Mark parce que la réalité, c'est qu'il a toujours pris des décisions de fou. Il a toujours eu un coup d'œil et réussi à assumer toutes ses décisions. Et il y a même des choses encore plus fous et encore plus incroyables que d'avoir un bête de parcours entrepreneurial, c'est de réussir à changer sa nature. Depuis quelques années, Mark s'est intéressé au MMA et toutes les personnes qui l'ont fréquenté, dont des athlètes de très haut niveau, ont témoigné qu'en fait, il était vraiment sincère dans sa démarche. Il était vraiment impliqué de ouf. Le mec, il est passé du geek qui code un site en une nuit à un mec, quand tu le crois sur le tatami, t'es pas serein. Mais chasse le naturel, il revient au galop. À l'UFC 298, il y avait Volkanovski qui combattait et c'était le combat de la soirée. Et en fait, Mark, il est rentré avec lui jusqu'au bord de la cage. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, en public, Mark, des fois, il sait pas trop comment se comporter, ce qui fait que ça a donné des images très drôles. He says when he looks at Topuria, he's boxing heavy, so of course he's paid special attention to that. Last time we saw him, of course, was against Islam Makhachev, when he stepped up and showed a lasting effect on his confidence. Mais en vrai, cette dernière leçon, Mark l'a jamais partagée officiellement, mais c'est probablement quelque chose en fait qu'il a compris avec le temps. Comme je vous avais dit, Mark a toujours eu l'image d'un geek qui sait pas se tenir en public, qui est très mal à l'aise, qui sait pas communiquer. Et la réalité, c'est que ça lui a posé des problèmes au fur et à mesure de sa carrière, ça lui a été énormément reproché. Et quand tu es une grosse boîte qui veut recruter des personnes, en fait, ton image, elle est importante. Et je pense que Mark a compris qu'il devait changer son image, qu'il devait avoir l'image d'un mec cool pour attirer toutes les futures têtes cool qui aient envie de venir bosser pour lui. C'est pour ça que Facebook a changé de nom et est devenu Meta. C'est pour ça que lui a eu des tentatives de se montrer cool en faisant des sports comme le surf et le MMA. Même si pareil, encore une fois, quand il est parti faire du surf, il a eu la très bonne idée de se mettre quasiment un pot de crème sur la tête en se disant les paparazzis vont jamais me reconnaître. Je vous laisse admirer la photo que ça a donné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez incarner votre business et vous devez incarner les valeurs de votre business. Si vous voulez donner l'impression de la préparation physique de haut niveau, eh ben vous devez être minutieux. Votre image doit être bien faite. Parce que les clubs vont avoir envie de travailler avec ces personnes-là. Si vous faites de la préparation physique pour les sports de combat, cette énergie-là, elle doit se sentir dans votre communication, dans votre façon d'être. Ou à l'inverse, si vous faites de la préparation physique, peut-être pour un public un peu plus tranquille, peut-être pour de la danse classique ou je ne sais pas, une activité comme ça, eh ben vous devez avoir l'image qui va avec. Parce qu'à la fin de la journée, le meilleur logo de votre business, c'est vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un pouce bleu et à partager à un maximum de personnes. Et moi, je vous dis à très bientôt.